Nous sommes mercredi 26 juillet 2023. Vous nous écoutez à Conakry sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de nos médias synchronisés, notre page Facebook Flash Guinée Kavi Média et sur siaminfo.com. Merci d'être des nôtres. Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro du scanner. À venir dans ce nouveau numéro, Ibrahima Diallo n'a pas pu prendre son vol pour la France. Le responsable des opérations du Front National pour la Défense de la Constitution dissous a été empêché de quitter le pays ce lundi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Surpris par cet acte, il affirme que, je cite, « Les raisons sont politiques et non judiciaires ». Une décision d'ailleurs incomprise par son avocat qui a même rencontré le procureur général près le tribunal de première instance de Dixine. Pendant ce temps, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, Biloba et compagnie étaient aux Nations Unies pour débattre de la situation de la transition en République de Guinée. Les deux parties ont convenu de l'importance de promouvoir la paix, la stabilité et le respect des droits de l'homme en République de Guinée. Justice, boussole de la transition. La phrase a-t-elle tout son pesant d'or? Maître Alseni Aïssata Diallo, avocat d'Ibrahima Diallo, prendra la parole chez nous pour davantage d'explications sur cette interdiction de sortie de son client. Transition en Guinée, on en parle encore. Faut-il craindre un glissement de calendrier? La question persiste vu le retard enregistré dans le déroulement des 10 étapes de la transition. Loin d'être un oiseau de mauvais augure, certains acteurs politiques s'y préparent déjà. En tout cas, depuis la dernière sortie du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo a déclaré, citation, « Si les ressources financières ne sont pas sur la table, il va sans dire que ce sera difficile d'exécuter les actions prévues dans le chronogramme ». Fin de citation. Mais sans financement, à quand donc un retour à l'ordre constitutionnel normal? Des langues se délient et l'inquiétude grandissante. Que faire donc pour éviter le non-respect du délai de 2 ans fixé comme durée de la transition? Baouri, président de l'UDRG, tentera d'apporter quelques solutions pour une transition réussie et apaisée. 1080 écoles hangars présentes sur l'ensemble du territoire national. C'est le triste constat fait par le ministre Guillaume Awing. Vous vous rappelez certainement de sa tournée à l'intérieur du pays il y a quelques mois. Conscient du manque d'infrastructures scolaires, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation indique que des travaux de rénovation d'au moins 546 salles de classe et la construction de 1000 salles de classe sont en cours. L'exécution de ces travaux, selon le ministre Awing, est de 80%. Une manière pour son département de combler le déficit de salles de classe dans tout le pays. Pas que la pose de la première pierre des écoles modernes sur toute l'étendue du territoire national est aussi prévue à partir de ce 29 juillet 2023. Avec toutes ces démarches, Guillaume Awing pourra-t-il doter le pays d'infrastructures scolaires dignes de nom? Analyse et commentaires de nos chroniqueurs à suivre dans cette émission. Le scanner. Et dans la dernière partie, comme toujours, nous parlerons de sport avec le Sili U16 basketball qui est rentré au pays ce mardi après son exploit. Ces jeunes qui n'ont bénéficié d'aucune attention particulière à leur départ de Conakry rentrent avec le fameux sésame. Une grosse raclée pour des acteurs sportifs qui ont laissé ces garçons à leur propre sort. Partis en zéro, ils reviennent en héros, comme pour dire que rien n'est impossible à qui veut y croire. Amadou Major Diallo, si tout va bien, sera avec nous dans cette émission pour les temps forts de ce retour magistral avec en tout cas un Magbana Bombona, j'y insiste, un Magbana Bombona qui était à l'accueil de ces jeunes. Vous nous regardez sur siaminfo.com, vous êtes dans le scanner et on ouvre le débat juste après cette courte transition.
Vous êtes sur Kavi Média, le média du développement, et dans votre émission Le Scanner, comme chaque matin, ce sont mes compagnons, les grands débatteurs de cette émission. Le Scanner, cette fois, spécifiquement, je commence par ma gauche, pas par Alpha, mais par ma gauche, parce que le monsieur, il est en veste ce matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour, ça veut dire que c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais quand même, il faut reconnaître cette éloquence. Suite à votre demande incessante d'hier, là, voilà, donc je... non, mais Alpha, Alpha, bonjour. Voilà, moi, il y a en train de me taquiner ce matin. C'est vrai, bonjour aussi. Moi aussi, je devrais démontrer la même chose, parce que quand tu danses avec l'aveugle, il faut lui attacher les pieds pour lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Donc je ne suis pas le seul à porter des vestes. Nous, je dois porter, quoi. Allez, c'est compris. Je vous l'annonçais tantôt, nous parlons de cette actualité brûlante, puisque aujourd'hui, un bon nombre d'observateurs se posent des questions sur la véritable responsabilité de la justice en République de Guinée. Un cas précis, Ibrahima Diallo a encore refusé de sortir du pays. L'acte s'est déroulé le lundi soir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avant de recevoir son avocat ou l'un de ses avocats, l'un de ses conseils, à l'occurrence Maître Alseni Aïssata Diallo. Vous avez fouillé de ce côté, Yaya Diallo. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Oui, évidemment, vous savez, hier, quand nous quittions ici, j'ai cherché à être en contact avec Ibrahim lui-même. Je l'avais au téléphone, je l'avais justement posé la question s'il confirmait l'information selon laquelle justement il a été empêché de sortir du territoire national. La réponse était oui. Voilà, donc j'ai commencé à lui poser un certain nombre de questions, mais j'ai constaté qu'il était réticent et il était complètement déboussolé. Il m'avait justement dirigé vers son avocat, en l'occurrence Maître Alseni Aïssata Diallo. J'ai eu ce dernier au téléphone, nous avons échangé longuement sur la question. Je l'avais posé la question si Ibrahim avait justement rempli toutes les formalités. Oui, évidemment, il m'avait dit que c'est ce qui fut fait. Comme vous le savez, au niveau de l'aéroport ou dans tous les aéroports, quand vous venez, on vous installe dans une salle et on procède à la vérification de vos documents, ce qui fut fait. Donc, tout ce qu'il restait justement, c'est le passage de passeport de tous les passagers au niveau du commissariat donc spécial de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Ce qui fut fait, c'est à part de là-bas qu'on l'avait signifié qu'il ne devrait pas justement quitter le territoire national. Alors, j'ai reposé la question au conseil d'Ibrahim. Donc, Ibrahim Diallo avait déjà rempli toutes les formalités. Donc, tous les documents étaient au complet. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'aéroport? En fait, ce qui n'a pas marché, c'est que on l'avait signifié que, comme je l'avais dit tantôt, qu'il ne pouvait pas sortir. Le pourquoi, la question reste posée. Parce que c'est cette même question que j'ai posée. Donc, aucune réponse à cette interrogation. Pourquoi Ibrahim Diallo a été bloqué ou a été interdit de sortir? Tout à fait. Puisque je n'avais pas reçu cette réponse de son avocat. J'ai cherché à fouiner et on m'apprend que, justement, Ibrahim, son avocat, Maître Alseni Aïssata Diallo, était avant-hier jusqu'à 22h. Donc, avait entamé déjà des démarches avant même. Avant même. Puisqu'il ne m'avait pas dit ça, il faut oser de le dire. Il ne m'avait pas dit exactement comment tout cela a été, toute la procédure justement y afférente a été justement effectuée. Alors, ils étaient effectivement au bureau du procureur général pour que celui-ci signe la réquisition qui pouvait permettre à M. Ibrahim de sortir du territoire national. Donc, ce qui n'a pas été facile. Il a resté jusqu'à 22h, ça n'a pas été le cas. Et on s'est rendu compte que c'était la cause principale qui, justement, motivait cette interdiction de sortir du territoire de M. Ibrahim Diallo. Bien. Donc, voilà, entre autres choses. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est légal
vu au visa de nos textes de loi? Voilà toute la question. Oui, c'est une question que nous allons certainement poser à notre invité de ce matin, maître Alcine Aïssata Diallo. Je me tourne vers Alpha. Lui, c'était un homme de droit. Il connaît un peu ces procédures judiciaires. Alpha, aujourd'hui, est-ce que l'État guinéen n'est pas en train de bafouer ou de violer les droits humains en République de Guinée? Puisque pour quelqu'un qui a été jugé et reconnu non coupable, il devrait quand même être libre de ses mouvements, puisqu'aucun acte judiciaire, aucun document judiciaire ne l'interdit cela. Oui, bien sûr. Bon, vous savez, c'est un peu compliqué l'histoire du FNDC. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, le FNDC a eu des ennuis avec le commissaire, je pense, de l'aéroport. Oui, il y a même un procès, une action judiciaire. C'est extrêmement compliqué. Par contre, le gouvernement ne s'intéresse pas beaucoup à respecter les libertés des uns et des autres. Or, la liberté de se déplacer est une liberté fondamentale. Donc, ce sont des libertés basiques pour lesquelles on ne saurait les restreindre. Mais ce qu'on ne comprend pas, on parle du cas de Ibrahima Diallo, des gars du FNDC, puisque ceux-là sont sur les viseurs des caméras et aujourd'hui, il y a une médiatisation importante de leurs causes et de leur sort. Par contre, il y a beaucoup de prisonniers qui ne parlent pas, les anciens membres, les dignitaires. Ils sont beaucoup, la plupart d'entre eux sont interdits de voyage, ce qui n'est pas normal sans aucune procédure judiciaire. C'est que quand seulement vous êtes à l'aéroport qu'on vous signifie que vous ne devez pas voyager. Une justice à tâtons. Oui, c'est une justice à tâtons et c'est... Disons même, ce n'est pas une justice parce que la justice, elle ne devrait pas faire cela. En réalité, on transpose la politique au niveau de la justice, ce qui est extrêmement... Vous faites allusion à une immixtion. Oui, c'est une immixtion. Mais finalement, quand on s'en prend à des gens, on dit qu'il faut aller à la justice. On est toujours les premiers à dire qu'il faut aller à la justice. Mais le plus souvent, quand vous y allez, les ordres ne sont pas forcément sur des bases juridiques. On se réfère pour prendre des décisions. Sinon, en principe, un citoyen ne peut pas se rendre à l'aéroport s'il sait qu'il ne devrait pas voyager. Si on lui avait notifié cela, il aurait exercé les voies de recours conséquentes afin de pouvoir, une fois à l'aéroport, de voyager ou de ne pas se rendre à l'aéroport s'il sait qu'il n'a pas cette autorisation. Mais rappelons une fois de plus le principe. Le principe, c'est la liberté de sortir. Donc, une personne à qui il n'est pas interdit de sortir, c'est que tout le monde doit sortir. Si moi je dois aller à l'aéroport, puisque je n'ai pas une interdiction... Il ne se doutait de rien. Voilà, il ne se doutait de rien. Et finalement, on le retrouve dans cette situation. On ne sait pas pourquoi il allait en France. Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Et vous savez, ils sont tous sortis avec des difficultés. Oui, il faut rappeler le cas de Fonike Mengue qui a fait tout un scandale pour pouvoir sortir du pays. Mais Ibrahima Diallo n'a pas pris cette démarche, en tout cas n'a pas entamé cette démarche. Lui, il s'est retourné paisiblement chez lui, il a informé la presse. Vous savez, quand on crée du droit, et du non-droit dans le droit, ça devient compliqué. Forcément, la réponse va être politique. Il ne peut pas avoir une réponse juridique parce que quand ils ont été jugés, on a clairement dit, rappelé le principe fondamental qu'il n'y a aucune charge contre eux. Oui. Donc, à partir de là, ils devraient bénéficier de tous les avantages de sortir, de rentrer sur le territoire guinéen. Mais vous savez qu'on s'inquiète même pour la liberté pour lui de sortir. Il y en a dont la liberté de revenir aussi est compromise. Donc c'est même extrêmement grave des agites qui nous disent... Si nous devons citer des noms, il faut parler de Cellou Dalein Diallo. Et même peut-être Fonike Mengue, c'est pas évident qu'il puisse revenir. Monsieur Kounduno. Ils sont beaucoup de Guinéens ne peuvent plus revenir. Et ça, la boussole dont on parle, on ne sait pas où est-elle, parce que complètement... Quand vous la boussole n'est-elle pas brisée? Brisée, déboussolée aussi, hein, parce que indiquant le sud à la place du nord, c'est extrêmement compliqué. La justice, elle est en train d'aller pas dans le bon sens, mais on souhaite quand même que la justice prenne, parce que elle a clairement rappelé devant Alpha Condé qu'elle avait souffert. Elle ne devrait pas accepter de souffrir de nouveau. Et je pense qu'il y a des hommes sur lesquels il faut compter pour rehausser
ou redorer le blason de cette institution sans laquelle un pays n'est pas un véritable pays. Hein. Évidemment, il faut le signaler. Nous allons en tout cas aller avec notre invité, notre premier invité, Maître Alseni Aïssata Diallo. Il est l'un des conseils de Ibrahima Diallo. Avec lui, évidemment, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, quelle est la procédure entamée pour en tout cas rétablir son client dans ses droits. Maître Alseni Aïssata Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Kavi Média et dans le scanner. Merci d'accepter notre invitation. En tout cas, cette problématique, si nous pouvons l'appeler comme ça, votre client Ibrahima Diallo empêché de sortir du pays. C'était le lundi soir. Expliquez-nous un peu les circonstances dans lesquelles vous avez appris cette nouvelle et quelles sont les démarches entamées par vous, un collectif d'avocats ou le pool d'avocats d'Ibrahima Diallo. Oui, effectivement, nous sommes en face d'une autre violation des droits de notre client, M. Ibrahima, quand on l'empêche de sortir du territoire national, quand on l'empêche de faire ces mouvements aller et venir, quand on l'empêche vraiment de jouir de ses droits, c'est extrêmement difficile, c'est indescriptible et c'est inimaginable. Il devrait aller en France. Alors, tout était fait, formalité, tout, et il restait seulement d'accéder à la salle d'embarquement. Alors, on dit non qu'il ne peut pas sortir, sans aucune explication relative à ce refus systématique de le laisser sortir. Donc, c'est dommage, c'est regrettable et c'est condamnable. Aujourd'hui, quelle est la démarche entamée par le pôle des avocats? Est-ce que vous avez une réponse du côté des autorités? Que comptez-vous faire? Mais ce que nous comptons faire, c'est de nous retrouver le plus vite que possible, nous les conseils de M. Diallo Ibrahima, pour déterminer le fusil d'épaule que nous allons cette fois-ci utiliser pour continuer à mener la bataille judiciaire. Le combat, c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel, naturellement. Mais nous pensions que ce temps-là est déjà révolu, mais malheureusement, c'est les vieilles habitudes encore qui apparaissent. C'est dommage. Donc, de toute façon, nous n'allons pas croiser les bras. Rassurez-vous que le combat sera arbitre, c'est vrai, mais on finira par vaincre parce que les droits de notre client seront finalement respectés. Oui. Nous allons nous battre dans ce sens. Oui, Alpha. Maître, je voudrais simplement savoir parce que quand on vous empêche, on va quand même dire quelque chose. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Parce que même si ce n'est pas fondé. Je précise qu'auparavant, on avait même discuté avec M. le procureur général après la cour d'appel de Conakry. Alors, c'est avec même son accord que nous avions fait la demande d'intervention qu'on lui a déposée. Alors, il a donné des instructions pour que des réquisitions soient faites dans ce sens, au fin de la levée de l'interdiction de sortie de M. Ibrahima. Alors, c'est au moment de la signature, de 17h à 21h, on était à son bureau, il n'a pas voulu signer, il était à l'intérieur, moi je t'en qui m'appelle pour me dire de signer. Impossible jusqu'à ce que M. Ibrahima est arrivé à l'aéroport, il a fait les formalités, il lui restait seulement d'accéder à la salle d'embarquement, et c'est là où il a été empêché. Je précise que même de l'aéroport, le commissaire central, je lui ai donné le numéro du PG pour qu'il échange, pour qu'au moins, de façon téléphonique, il lui donne des instructions pour que le laisse partir. Impossible, l'appelé ne correspond pas. D'après ce que vous venez de dire pour avancer, maître, donc il y avait une interdiction pour eux de sortir du territoire, puisque vous dites jusqu'à 22 heures. Depuis le mois de juin, mais les faits pour lesquels il y avait eu cette interdiction, les faits là ont été l'objet d'un jugement. Et au cours de ce jugement, M. Ibrahima et compagnie ont été relâchés pour délits non établis à leur encontre. Donc à partir de là, tout le reste devait tomber comme un château de cartes. Mais malheureusement, et il fallait ensuite procéder à la levée de cette interdiction. Et ce qui n'a pas été fait. Mais quand nous avions pris langue avec le procureur général, et nous étions rassurés que tout allait bien se passer, on a fait la demande, on l'a déposée, mais il a refusé de signer. Mais pourquoi aller jusqu'à empêcher un citoyen guinéen de se mouvoir, de se déplacer? Mais c'est extrêmement, c'est inimaginable.
Mais en principe, si vous-même vous négociez avec le procureur après, alors qu'il y avait un jugement qui avait été rendu définitif, les rendant... Conformément à la loi, nous l'avons fait conformément à la loi. Okay. Mais écoutez, il est dit que quand quelqu'un est poursuivi et il est jugé, il est relaxé, il est libéré, mais même si ce sont ces objets qui sont détruits par la justice doit les libérer automatiquement, aussitôt que sa libération. Okay, donc la confiscation, c'est un document ou l'interdiction de M. Ibrahima de sortir du pays. Donc tout cela devrait de facto tomber à partir du moment où le juge du fond a vu que les faits pour lesquels il est jugé, qu'on lui reproche, ne sont pas établis, ne lui sont pas imputables, ne sont même pas du tout établis à son encontre. Il le relâche pour dire non établi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, maître, ces documents de voyage étaient confisqués. Après le jugement rendu, ces documents lui ont été rendus, c'est-à-dire il est rentré en possession de ces documents. Mais plus tard, il n'y avait pas eu un document stipulant qu'il pourrait sortir du pays. C'est ça, évidemment? Non. Non. Le problème est que au début, quand on les avait reproché des faits pour lesquels on les a jugés, on a envoyé une correspondance, une réquisition à l'aéroport, l'intelligence de sortie, donnant l'ordre au commissaire spécial de l'air et de frontière de les empêcher de sortir, notamment M. Ibrahima. Alors, en tout temps, ils ont été jugés pour ces faits. Et le tribunal les a libérés pour des faits non établis, pour des infractions non établies. Alors, à partir de là, tout devrait tomber. Tous les actes qui ont été pris pour les empêcher de sortir devraient tomber dans l'eau naturellement. Alors, c'est ce qui n'a pas été... Il fallait écrire au commissaire pour rapporter la réquisition qui était partie pour interdire M. Ibrahima. Il fallait faire un autre écrit encore, adressé à ce même commissaire spécial, pour dire, bon, cette autre réquisition empêchant M. Ibrahima est rapportée. Donc, ces effets sont annulés. C'est ce qu'il devrait faire, c'est le procureur qui devrait le faire. Mais à partir du moment où il y a eu appel dans le dossier est à la cour d'appel, il revenait au monsieur le procureur général de donner des instructions fermes à son commissaire de l'air et des frontières qui est à l'aéroport, au fin de lever de l'interdiction de sortir M. Ibrahima, parce que lui-même il sait que le tribunal qui juge a libéré M. Ibrahima pour des faits non établis. Donc ça, juridiquement, c'est lui qui doit le faire, c'est lui qui devait le faire, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Et voilà, c'est dommage. Oui, dommage. Alors, maître, suite à leur libération, est-ce que la partie en face n'avait pas interjeté appel, ce qui pourrait expliquer justement cette interdiction? Je vous dis, suivez-moi. Même si le procureur, le parquet fait appel dans une procédure correctionnelle, et il se trouve que le juge du fond a libéré le monsieur pour des faits non établis, pour infraction non établie, dès la prononcée de la décision, il est libéré. Quelle que soit la force du procureur, quelle que soit sa force, il est libéré directement. Mais de là, tout autre acte qui avait été pris contre lui doit tomber de l'eau jusqu'à ce que la juridiction de censure, la juridiction supérieure, se prononce autrement encore. Voilà juridiquement comment les choses se passent. Alors, maître, puisque le procureur général relève du ministère de la Justice, est-ce que vous avez cherché à savoir si, toutefois, il n'avait pas reçu des instructions venant justement du ministère public? N'oubliez pas que le procureur général est lié directement à son patron. Son patron, vous le savez, je le sais, c'est le ministre de la Justice. Donc, c'est à lui qu'il rend compte et c'est à lui qu'il se réfère. Donc, mais s'il se réfère, on lui donne d'autres instructions. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Maître, aujourd'hui, que comptez-vous faire, en gros? Nous comptons multiplier nos armes de combat. Notamment passer par les voies de recours, passer par la loi, pour nous battre jusqu'au bout pour le respect des droits du client. Maître, allez-vous vous focaliser sur l'effort de procédure pour rapporter la décision ou attaquer l'État dans un recours en plein contentieux, puisque cela cause un dommage à votre client?
J'ai l'impression qu'on a perdu Maître Alseni Aïssata, donc la régie, la technique en tout cas va se mobiliser pour essayer de le joindre à nouveau pour continuer évidemment ce débat avec lui, ses explications et les démarches à suivre. En tout cas Alpha, on écoutait tout à l'heure Maître Alseni Aïssata Diallo, déplorable, on l'a dit déjà, la justice guinéenne qui a deux visages, lui-même il l'a dit dans ses propos, si le procureur a un patron et qu'il rende compte à son patron et que le patron à son tour donne d'autres instructions, il est obligé de respecter les instructions. Donc il sous-entend qu'il y a une main noire derrière. Oui, mais moi je pense que le processus de décision, le processus qui rattache le ministre au procureur général, après le procureur général, au ministère, au parquet des tribunaux de première instance, ça ne fait aucun problème. C'est le fait qu'en amont, peut-être qu'on ne respecte pas les règles. Ce processus est normal en droit français et dont on s'inspire pour faire notre droit. Donc en réalité, ce n'est pas parce qu'il s'est référé, c'est puisqu'il y a une décision. Et vous savez, dans un pays où on ne veut pas respecter la loi... D'accord, on me signale que Maître est déjà là, donc votre question, Alpha. Maître, je voulais simplement revenir sur ma question pour savoir où allez-vous focaliser votre force. Est-ce que rapporter la décision interdisant la sortie de votre client ou, entre-temps aussi, ajouter une procédure de plainte contentieux contre l'État, puisque vous savez, votre client a subi un dommage parce qu'on ne sait pas ce pourquoi il voyage, mais quand même, c'est un dommage. Je viens de vous dire que la première des choses à faire pour nous, c'est de faire en sorte que les réquisitions d'interdiction de sortie de M. Brema soient rapportées. Oui. Et que ces effets-là prennent fin, afin qu'ils puissent se mouvoir, afin qu'ils puissent jouir de ce droit. Ça, c'est la première des choses que nous allons faire. Ensuite, nous allons voir, nous verrons ce qu'il y aura lieu de faire. Vous ne comptez pas taper dans le portefeuille de l'État quand même. Je ne vous le dis pas, je vous le dis pas. Okay. Vous cachez votre stratégie, Maître. Non, c'est normal. Oui, c'est normal. Je vous dis, après avoir débloqué le premier facteur d'abord, ensuite nous allons voir qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire pour nous. On aura beaucoup d'autres possibilités, mais c'est par priorité que nous allons aller. Alors, une autre question, Maître, s'agissant justement l'ancien commissaire spécial de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, qui l'opposait justement à Ibrahim Diallo. Ibrahim avait porté plainte pour atteinte à la liberté individuelle. Où en est-on justement à cette affaire? Le dossier est renvoyé, si je ne me trompe pas, à la semaine prochaine pour la suite des débats. Les débats ne sont pas encore terminés et les débats ne sont pas encore clos. Donc nous allons continuer le débat devant le tribunal et après, le tribunal prendra la décision qui suit. Avec tout ce qui arrive, Maître, est-ce que vous comptez sur la justice guinéenne? Parce que d'ores et déjà que vous êtes dans une procédure et que votre client est encore interdit de sortir, est-ce que vous n'estimez pas que que pensez-vous en gros de la justice guinéenne? Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez en cette justice? Écoutez, la justice est notre champ de passage. Donc, quoi qu'il arrive, nous allons faire face à la justice, quoi qu'il arrive. Donc, c'est notre champ de bataille, et c'est là-bas où nous allons nous battre pour faire respecter les droits de nos concitoyens guinéens et pour résoudre les multiples problèmes de nos concitoyens. Donc, c'est seulement la justice. Il n'y a pas un autre organe auquel on va faire face pour résoudre les problèmes de nos clients ou de nos concitoyens. C'est seulement la justice. Oui, deux autres questions avant de laisser Maître Alpha. Ok, je pense que, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Chaque fois on crée des situations non juridiques, on vous rend dans des situations très difficiles. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait quand même faire, par exemple, les magistrats, les avocats, l'ordre des avocats, vous devez quand même revoir ces situations de façon générale, parce qu'on vous met dans des situations où c'est du non-droit. C'est toujours difficile de revenir vers la base juridique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais écoutez, vous savez, dans un pays comme la Guinée, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Et nous, les avocats, on a toujours du fil à retordre. C'est ça aussi le problème. Mais à l'issue de notre combat, il y aura véritablement un état de droit. C'est ça. Les États-Unis, au début, c'était comme ça. La France, c'était comme ça. Tous les autres pays, c'était comme ça. Il faut que chacun de nous fasse son travail. Il faut que chacun de nous se batte comme un lion dans un couloir pour que finalement, il y ait un état de droit. Bien, voilà. Yaya pour la dernière question. Alors, Maître, pour finir, puisque déjà Ibrahim était là, justement, est-ce que
peut-être c'est la raison pour laquelle il quittait le territoire, puisque Fonike et compagnie sont au niveau des Nations Unies, justement pour opposer le cas guinéen à cette instance internationale. Est-ce que c'est justement ces déplacements-là ou cette destination dont on pourrait coller à Ibrahim qui justifierait justement cette interdiction? Non, écoutez, s'il vous plaît, nous n'avons pas à vous dire les raisons pour lesquelles vous voulez se déplacer. N'oubliez pas qu'il a fait 10 mois de détention. Donc, s'il a des problèmes de santé aussi, il peut se déplacer pour ça, pour aller pour faire des visites médicales quand même. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans ce détail-là. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas non plus signifié, c'est pourquoi Ibrahim sortait du territoire national. C'était bien expliqué dans la demande d'intervention. C'était bien expliqué dans la demande d'intervention. Ou bien vous voulez que je vous lise cette demande? Non, si c'est la question une question de santé, qu'on vous a posée. Non, si c'est des questions de santé, nous ne le permettrons pas. Hein. Si c'est des questions de santé, donc, juridiquement, ce n'est pas possible. M. Ibrahim voulait se déplacer pour plusieurs raisons, entre autres des raisons de santé. Parce qu'il venait de croupir pendant 9 mois, 10 mois à la maison centrale, privé totalement de ses droits. Alors, voilà, et sans jugement, on le fait sortir à gérer encore avec ses compagnons. Voyez-vous combien de fois les droits des citoyens, comme ceux de M. Ibrahim et compagnie, sont violés? On vous retient en prison pendant 10 mois, on fait sortir à Zéroer, on vous dit bon, pour qu'on ait la paix, sortez. Sans jugement, rien. Mais c'est dommage. Bien. Donc, vous voulez sortir encore du pays pour aller vous soigner, et là aussi, on dit non, vous ne sortez pas. Ce qui est bien dit. Donc, il y avait quand même ce voyage. Il y avait des raisons de santé. Il y avait des raisons de santé. Ce que, naturellement. Ouais. En tout cas, merci, Maître Alseni Aïssata Diallo. Merci d'être intervenu dans cette émission et surtout pour ces explications. Merci, je vous remercie. Et donc, vous l'avez suivi avec moi, Yaya Alpha, ces détails donnés par Maître Alseni Aïssata, dont les raisons de santé. Aujourd'hui, ce qui n'a pas été dit à la place publique vient d'être dites dans cette émission, c'est-à-dire cette confirmation, cette information. Oui, Brahma Diallo sortait, et d'une part pour des raisons de santé. Bon, peu importe les raisons pour lesquelles il va sortir, moi je ne trouve pas d'importance pourquoi il va sortir. L'essentiel que si il va sortir, qu'il ne puisse pas aller chercher des armes contre la République, c'est tout. Le plus souvent, une personne n'est pas obligée. Peut-être c'est puisqu'il y a une mesure d'interdiction pour lui, il y a une réquisition pour lui de ne pas sortir sur le territoire, c'est pourquoi il a donné les raisons. Mais cependant, et on le sait de façon pertinente, plusieurs personnes, je rappelais tout à l'heure, notamment les dignitaires, et parfois même pas les dignitaires, ils sont interdits de voyage et les comptes bancaires. Mais lui n'est pas poursuivi pour des questions économiques, pour des crimes économiques. Peu importe, vous savez que ce n'est pas au pouvoir de décider qui doit sortir du territoire, qui ne doit pas sortir. Ce sont des procédures judiciaires, puisque ces procédures ont trait à la liberté fondamentale des gens. Pour bloquer le compte bancaire de quelqu'un, pour l'empêcher de sortir du territoire, il faut l'intervention d'un juge. Pour réécouter les appels de quelqu'un, il faut que le juge puisse autoriser de telles situations. On sait, sur ces questions-là, c'est la justice qui est garante, gardienne des libertés fondamentales, c'est à elle de décider. Mais il est arrivé que des personnes sans aucune procédure, quand elles se présentent à l'aéroport, on dit vous ne sortez pas. Donc Ibrahim Diallo, pour des raisons de santé, c'est normal. Et vous savez, même à la CRIEF, vous avez vu le décès de l'autre, de l'ex Luceni. Vous savez comment il est décédé. Et peut-être, d'après ce qu'on dit, c'est pour un montant de 20 millions, on ne sait pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut humaniser notre justice. Quand des gens veulent aller se soigner quand même, c'est une des raisons fondamentales. Mais même si c'était pour des raisons touristiques, Ibrahim Diallo a le droit d'aller faire des visites touristiques à partir du moment
où sa visite n'a pas d'impact sur la sûreté extérieure ou intérieure de la République de Guinée. Alors s'il faut l'interdire, il faut quand même prouver que la visite de M. d'autres tel et tel, mais c'est pendant qu'il est là-bas, on dit bon, tu vas pas, on n'explique pas trop pourquoi, mais quand même d'après son avocat, quand même, il pouvait soupçonner de ne pas aller. Oui. Là quand même, je le rappelle parce que jusqu'à 22h, il n'avait pas signé, l'autre s'est présenté à l'aéroport et c'est pas évident que le commissaire spécial... Ça devait quand même attirer son attention. Voilà, c'est le sur ce qu'il a dit, ça l'entache la forêt. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits parce que tout simplement, le commissaire spécial de l'aéroport de Conakry ne pouvait pas se permettre un appel téléphonique, il n'a pas vu un papier, il n'a pas de preuves. Déjà que l'autre est dans une autre procédure, voilà, identique même à celle pour laquelle il devait le bloquer. Il n'allait pas se le voilà, il va pas au téléphone, même si le procureur disait ah moi j'autorise, il faut scanner le papier parce qu'il faudrait quand même lui aussi qu'il puisse se donner sa propre garantie pour que si il le laisse sortir après, on lui demande, voilà l'avis de son supérieur. Le procureur de la République, c'est le supérieur des commissaires, des trucs, ce sont des OPJ. Oui, rapidement, hein, après avoir écouté l'avocat maître Alseni Aïssata Diallo. Oui, moi je pense que c'est-à-dire qu'au-delà de toutes les explications fournies par maître Alseni Aïssata, moi j'ai estimé que cette question était complètement close puisque vous savez, après l'acquittement d'Ibrahim Diallo, Foni Kemenge et compagnie, moi je pense que justement on était dans un cadre de rabibocher justement les positions des uns et des autres et trouver un terrain d'entente. Puisque Ibrahim, dont on a interdit de sortir du territoire, c'est quand même quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui prenait justement ce dialogue social, justement s'il faut dire comme ça, cet arrangement qui peut permettre justement aux nouvelles autorités de bien un arrangement qui n'est pas favorable. Un consensus. Oui, ce consensus en justice, il faut éviter des consensus. Non, je vais parler. En justice, il n'y a pas de consensus. Il n'y a que des lois. Suivez mon regard. Mais là, pour le cas d'Ibrahim Diallo et autres, ça, ce n'était pas dans le cadre du dialogue. Suivez mon regard. Vous comprendrez bien, Abdallah, parce que moi, je pense que, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, pourquoi ces rebondissements? Puisque c'est les conséquences de ce consensus. Si ils avaient laissé la justice faire son travail équitablement et éviter de dire pour la sûreté nationale, pour la quiétude sociale, il faut libérer tel et tel. Et le gouvernement, vous savez, dans une procédure judiciaire, il y a deux cas. Soit je suis coupable, ça c'est pour donner raison à celui qui a porté plainte, à celui qui me poursuit. Soit je suis non coupable, ça c'est pour ma propre dignité, pour mon image, pour soigner ma crédibilité. Là c'est la vérité. Mais on ne peut pas sortir, l'avocat l'a dit, de ces activistes de la prison vers l'heure et stipuler que c'est pour la quiétude sociale. Ok, c'est pour la quiétude sociale. Aujourd'hui, Ibrahim Diallo est bloqué, interdit de sortir du pays. C'est pour la quiétude sociale aussi? Donc, pour cette question, je pense qu'ils ont été exigés, suite à ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais la procédure, dans la procédure, ils n'ont pas respecté la procédure. On ne devait même pas les libérer si ce n'était pas une décision de justice. Alors, si dans un arrangement alpha, est-ce que c'est possible de le faire? Mais cet arrangement, comme il allait dans le sens de les libérer, ça les arrangeait puisqu'ils étaient, d'après eux, à tort en prison. Ça, on ne sait pas s'ils étaient à tort, mais tout semblait leur donner raison. Si vous remarquez, si vous rappelez les conditions dans lesquelles les arrestations dont ils ont été avec victimes, les vidéos qui existent, voilà, ils ont été arrêtés brutalement en pleine public et ce pourquoi ils sont poursuivis, attroupement et autres. Donc, il n'y avait pas de fondement. Et si vous vous rappelez dans l'œil dans un véritable regard qui est objectif, ils ont été libérés après une manifestation très fournie. Ça, c'était très houleuse. Voilà, l'une des manifestations les plus violentes. Et pour avoir la paix, l'avocat l'a clairement rappelé, ils ont libéré. Mais donc, il faut quand même aussi, quand on arrête des gens dans des conditions qui ne sont pas juridiques, si on les libérait, puisque ça va dans le sens de les rendre libres, il faut aussi s'en réjouir. C'est toujours difficile d'agir parce que certaines situations,
elles sont créées et c'est politique. Donc la réponse qu'on pourrait leur apporter, et là je suis d'accord avec Yaya, il faut apporter des réponses politiques à des situations qui, étant en justice, mais sont des situations politiques. Oui, Yaya. C'est malheureux quand même. À la suite de ton analyse, évidemment. Je sais que tu es à fond dans ce dossier, il faut le dire. Mais moi, je ne conçois pas cela en matière de justice. J'aimerais bien qu'on évite les consensus. C'est le principe. Je suis d'accord avec vous. Mais cependant, c'est très compliqué. Hein. Ouais, effectivement, mais il faut rappeler que l'objectif aussi du droit, c'est la paix sociale aussi. Hein. Voilà, c'est pas Alpha qui me dira le contraire à la matière. Merci. Donc, je pense que on était tous d'accord que c'était pour la paix sociale qu'on a libéré les gens, donc Ibrahim Diallo et compagnie. Et on s'était tous réjouis justement de cette libération. Suite à ça, il y a ce qu'on appelle un jugement. Ils ont été acquittés, donc déclarés non coupables. Suite à ça, Ibrahim, je rappelle que suite à ça, Ibrahim avait justement une position beaucoup plus souple par rapport justement à la marche de la transition. C'est lui-même qui l'avait dit ici, qu'il était justement pour un consensus qui pouvait permettre, rassurer notamment les autorités de la transition pour une sortie justement heureuse dans cette transition-là. La question que je me pose, pourquoi ces rebondissements justement? Parce qu'apparemment, c'est qu'on ne nous dit pas ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Est-ce que suite à leur libération, il y avait ce qu'on appelle des deals dans l'ombre qui peut-être qui les interdisaient peut-être de prendre la parole en public ou de dénoncer un certain nombre de choses? Est-ce que cela n'a pas été respecté? Peut-être raison de plus. Et voilà, donc les autorités ont décidé justement permettez-moi de vous mixer. Il est clair, ça a été rappelé qu'ils ont une interdiction de sortir. Oui, ça a été rappelé par l'avocat. Donc, c'est pas un deal, c'était officiel, il ne devait pas sortir. Et jusqu'à ce temps, le temps pour lui de sortir, jusqu'à 22h, il n'y avait pas une décision du procureur de rapporter la décision. Ce qui, quand même, d'après l'avocat, n'était pas correct. Oui, initialement, en une minute, on est pris par le temps. Oui, justement, moi, je pense qu'initialement, c'est-à-dire qu'au début, ça se disait vraiment qu'il y avait justement une sorte d'entente qui s'est profilée à l'horizon et qui pouvait permettre justement une sorte d'approchement entre justement le FNDC et les autorités de la transition ce qui pouvait justement nous permettre de sortir dans cette situation dans laquelle nous vivons. C'est ce que je rappelle. Oui, c'est tout ce qu'on pouvait dire au compte de cette actualité, de cette interdiction de sortie d'Ibrahim Diallo. Il est responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution, un dossier que nous allons suivre avec Yaya Diallo, en tout cas qui est très très impliqué dans cette affaire. Il essaie un peu de comprendre les contours même de cette affaire. Et nous allons poursuivre ce débat tout à l'heure en parlant du chronogramme de la transition qui risque de glisser. La question se pose et des acteurs politiques s'y préparent déjà. Je vous l'annonçais dans l'introduction et notre invité sera là au téléphone avec nous pour en tout cas livrer quelques pistes de solutions afin d'éviter un glissement de calendrier au cours de cette quatrième transition en République de Guinée. Tout cela sera développé dans un instant après cette petite transition. Il faudrait qu'il règle le problème de son. Vous êtes sur Kavi Média et sur la 89.5 Kavi FM. Vous nous écoutez à Conakry sur cette même fréquence. Vous êtes à Somphonia, vous êtes à Matam, à Matoto. Vous vous retrouvez forcément dans cette émission. Le scanner, et comme je l'ai dit, vous pourrez laisser vos impressions, vos analyses sur notre page Facebook Flash Guinée Kavi Média pour nous. Après, on va essayer de relayer tout cela à l'antenne. Je parlais de cet autre sujet, Alpha Diallo, le chronogramme de la transition, jusque-là, confronté à d'énormes difficultés, un glissement de calendrier est même, en tout cas, prévisible. Et là, c'est clair, je ne pense pas si mon micro soit allumé ici. Je pense que le micro, il est bon. Chez lui, son micro, il est bon. C'est bon, le micro, bon, je peux parler. Il est bon. Ok, excusez. Alors, je rappelle que sur ces questions de glissement, il n'y a aucun doute que c'est déjà parti dans la mesure où ces situations-là
d'après la déclaration du porte-parole du gouvernement, qu'on a besoin de l'argent. Donc à partir de là, c'est une façon simple, intelligente, peut-être pas trop judicieuse de dire que nous allons glisser le programme, puisque l'argent dont on a besoin pour faire les élections, cet argent n'est pas disponible. Et là, c'est extrêmement compliqué. Nous devrons faire en sorte qu'une nouvelle transition ne puisse pas se mettre en place pour la République de Guinée, puisqu'on n'a pas intérêt à gagner. D'ailleurs, puisque à l'arrivée, le 5 septembre, ils ont rappelé que c'est sur des valeurs. Ils ont fait renverser le professeur Alpha Condé sur la base d'un certain constat du non-respect des libertés fondamentales, de la gabegie financière. En réalité, on se rend compte progressivement que ces situations sont en train de revenir et que quand on a mis en place la CRIEF, dont certaines même contestent l'existence d'après les procédures, bon, on n'est pas là pour contester, mais bon, on donne l'avis de quelques personnes sur cette institution. On a vu les arrestations. Oui, Alpha, excusez-moi de vous interrompre. On a déjà au téléphone, au bout du fil, Bari Baouri, qui est le président de l'UDRG. C'est notre invité et avec lui, nous allons parler effectivement de ce sujet, probable glissement du calendrier de la transition. Monsieur Baouri est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation du média de développement Kavi Média. Vous êtes sur la 89.5. Dites-nous, on vous l'annonçait en off, nous avons déjà en parlé aujourd'hui. Nous sommes dans une période de transition et la dernière sortie du porte-parole du gouvernement en dit long sur une probable, en tout cas un glissement du calendrier. Bon, moi je pense que c'est trop tôt pour le moment de parler de glissement. Ce n'est pas lorsqu'une équipe est à l'entraînement qu'elle va se dire qu'elle va échouer, qu'elle ne va pas gagner son match. Il faut d'abord s'entraîner, faire tout pour être prêt pour le match. C'est au cours du match qu'on saura si on peut remporter la bataille ou pas. Donc cela veut dire que dans le Nous avons un problème de connexion, monsieur Ba. De côté de la Guinée. Nous avons du mal à vous recevoir, oui, monsieur Ba. Attends. Veuillez vous déplacer parce que nous avons du mal à vous. Là c'est bon. Là c'est bon, monsieur Ba. Bon. Allez-y. Non, je disais que par rapport à votre question, préparer j'ai pris une parabole en disant une équipe de foot ou une équipe sportive, je salue au passage notre équipe U16, ils ont honoré. Monsieur Ba, nous allons être obligés de couper et rappeler parce que la ligne se dégrade de ce côté. Monsieur Baouri, qui est le président de l'UDRG, avec lui, nous allons parler de cet autre sujet. Le chronogramme de la transition risque-t-il de glisser? Une question que se pose bon nombre d'acteurs sociopolitiques. Aujourd'hui, Baouri essaie quand même de donner son analyse par rapport à cette actualité. Oui, monsieur Ba, je pense que là c'est bon. Vous dites qu'une équipe de football n'était pas obligée? Une équipe de foot doit, dans les périodes d'entraînement, faire tout pour être prête pour le match. Et non pas dire pendant les moments d'entraînement que la bataille est perdue d'avance. Donc c'est le second tour qu'il faudra attendre. En d'autres termes, je veux dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est d'agir avec responsabilité et faire en sorte que toutes les chances soient du côté de la Guinée pour être prête le jour J pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et je prends un autre exemple, par exemple notre équipe de basket des U16, personne ne les attendait durant cette compétition pour le championnat d'Afrique. Personne ne leur donnait une chance de réussir. Ils nous ont fait honneur, ils ont rendu la fierté aux Guinéens
en étant champion d'Afrique. Je souhaite que pour la transition guinéenne, malgré tout ce qui se dit à gauche et à droite, que le cap soit fixé et avec détermination et courage que les chances soient du côté de la Guinée. Et là, la responsabilité du CNRD et du gouvernement est de loin le plus déterminant pour nous permettre de réussir l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. Je dois dire que les grands bâtisses qui résistent au temps, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les cathédrales, les églises, les mosquées et autres. C'est ce qu'on laisse comme empreinte qui permet à un peuple de faire un bon qualitatif pour l'évolution de son histoire et de la société. En d'autres termes, la Guinée doit réussir cette transition actuellement. C'est la priorité des priorités. Depuis 63 ans, 64 ans, on n'a pas réussi à passer ce cap. Il faut qu'on le passe et toutes les responsabilités de ce point de vue sont entre les mains des autorités de la transition pour nous permettre de réussir ce cap. Alors, si nous comprenons cette parabole dont vous faites allusion, M. Ba, c'est comme pour dire que, justement, l'équipe gouvernementale prédit elle-même, justement, l'échec de cette transition, ou justement le glissement lui-même. Non, d'ailleurs, on ne doit pas parler d'échec. Lorsqu'un élève dit d'ores et déjà, je vais redoubler, au lieu de travailler pour rattraper son retard, bon, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut les amener à se rendre compte que rien n'est perdu, que la balle est encore... il est possible de corriger et de rattraper tout ce qui doit être fait. D'autant plus que ce qui est à faire jusqu'à présent, la Guinée est en phase, selon le chronogramme, de la réalisation de ce programme. Donc, il ne faut pas anticiper sur des échecs ou des difficultés ultérieures. Sachant cela, il faut anticiper et chercher les mesures correctives, les solutions les plus idoines pour ne pas accuser du retard et impacter négativement le cours de la transition. C'est ça qui est convenable et c'est ça qui est conforme à l'état, à la sauvegarde des intérêts nationaux de notre pays. Oui, Alpha. Mais, M. Baouri, je voudrais savoir si les élections étaient tenues à temps, c'est-à-dire dans le délai de 24 mois. Ça, c'est un peu votre parti, l'IDRG. Est-ce que vous allez compétir? Bien entendu. Pourquoi nous sommes là? Mais beaucoup sont là, ne compétissent pas. La demande, quand même, elle est pertinente puisque ce n'est pas tous les partis politiques dans le monde entier qui compétissent. On veut savoir sur votre cas si vous allez compétir. De toutes les façons, la question ne se pose pas à notre niveau. Avec l'aide de Dieu, nous compétirons. Et avec l'aide de Dieu, nous nous donnerons les chances de gagner. Deuxième question, je vais enchaîner, M. Baouri. Certaines personnes vous qualifient des acteurs, un acteur essentiel de la refondation, que vous êtes même un conseiller du CNRD à l'ombre. D'autres, peut-être vos rétracteurs, eux, ils disent que peut-être que vous tenez à marquer votre attache, à payer vos revanches sur d'autres acteurs politiques. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la vérité sur cette question? Bon, premièrement, je ne suis pas quelqu'un qui fonde son projet en fonction des autres. Je fonde le projet politique que je défends en fonction des intérêts de mon pays. Et cela, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous dites si je suis un conseiller du CNRD, il faut leur poser la question s'ils m'écoutent ou s'ils ne m'écoutent pas. Mais quoi qu'il en soit, nous disons haut et fort ce que nous pensons pour notre pays et nous le disons sans embâche et avec détermination et avec conviction. Maintenant, si cela va dans le sens de tous ceux et de toutes celles qui veulent défendre les intérêts de notre pays, cela nous honore et nous les en remercions. L'autre question, c'est, M. Ba, aujourd'hui, vous avez parlé quand même de retard. Vous reconnaissez quand même qu'il y a un retard dans le déroulement du chronogramme de 24 mois qui doit en tout cas se tenir toutes ces activités, les 10 étapes. Aujourd'hui, que faire pour éviter un glissement, puisque vous avez parlé de stratégie?
Non, je n'ai pas dit qu'il y a un retard actuellement. J'ai dit qu'à l'heure actuelle, la Guinée est en phase avec le déroulement du calendrier tel que préconisé et consigné entre la Guinée et la CEDEAO. Maintenant, il y a des difficultés en vue. Ces difficultés en vue sont d'ordre financier, puisque, semble-t-il, ce qui a été promis par la CEDEAO, c'est-à-dire la mobilisation des ressources de la communauté internationale pour accompagner la Guinée, cela n'est pas encore effectif. Donc, c'est ça qui crée de l'ambiguïté et des inquiétudes. Lors de notre rencontre avec le ministre de l'Administration du Territoire, au nom de notre coalition et en mon nom personnel, j'ai dit, je préconise que les autorités mettent en œuvre un comité ad hoc entre des éléments des autorités gouvernementales et des éléments des coalitions politiques, voire même qui ont des compétences avérées dans un certain nombre de domaines financiers et budgétaires ou de finances publiques, pour envisager des mesures alternatives susceptibles de nous permettre, pour ce qui est programmé pour 2023, que cela ne connaisse pas de retard. Donc, rechercher d'autres sources de financement, même s'il le faut, c'est des sources de financement par, comment on appelle ça, par anticipation, pour anticiper sur l'arrivée de fonds ultérieurs qui viendront d'ailleurs. Cela est tout à fait possible, mais il faut que les autorités répondent à cette demande qui consiste à ce que des experts s'asseyent, gouvernementaux, politiques et autres, pour se dire, nous avons des difficultés en vue, n'attendons pas que la communauté internationale mobilise à temps les ressources, d'autant plus que nous sommes dans une période de vacances, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, il ne faut pas s'attendre à ce que quelque chose se fasse sur le plan financier, sur le plan international. Les mesures doivent être anticipées bien avant. Si ça n'a pas été le cas, même si ça devra venir, ça connaîtra du retard. Donc, pour ne pas connaître du retard, trouvons les moyens de substitution pour permettre notamment l'achat des kits d'enrôlement pour le mois de septembre, comme il a été convenu, que tous les Guinéens puissent s'enrôler dans le cadre du RAVEC pour la confection du fichier électoral. Et si le programme de 2023 est fait à temps, il va de soi que 2024, ce sera simplement des actions concrètes de législation, de correction, mais que ça n'impactera pas fondamentalement le calendrier de la transition. C'est ça qu'il faut faire, et il faut le faire. Bien. Oui, alors, Monsieur Ba, vous me tendez la perche, puisque les 2 points les plus essentiels dans les 10 points, justement, relatifs au chronogramme de la transition, le RAVEC et le RGPH. Oui. Donc, on considère que c'est les points les plus lourds. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, dans le cadre, justement, d'un consensus, si, justement, la volonté politique existe, je pense essayer de compresser justement ces points-là pour essayer d'aller justement très rapidement vers les objectifs, c'est-à-dire le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Bon, pour être clair, le RGPH, le financement est bouclé. Là, il n'y a aucun problème. Ça connaîtra son temps. Et le RGPH n'impacte pas directement le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est un programme qui va se dérouler bien au-delà de la transition. Le vrai nœud du problème qu'il faut résoudre, c'est le RAVEC et le fichier électoral. Sans cela, tous les autres aspects ne pourront pas être effectivement faits. Donc, priorité pour l'année 2023, surtout le dernier semestre, faire tout pour avoir les kits, déployer les agents sur le terrain, enrôler les populations, confectionner par ce biais-là, par extraction, les éléments constitutifs du fichier électoral. Si on fait ça, on aura dépassé un cap le plus essentiel. Le reste du programme,
qui devra se dérouler en 2024, rien n'empêche d'ores et déjà de voir est-ce que, par exemple, les élections communales et les élections législatives ne pourront pas être, comme on appelle, couplées pour réduire les moyens à dépenser et gagner du temps. Les processus de vulgarisation proposés du projet constitutionnel avant le référendum et autres, voir comment rogner sur ces dépenses pour permettre de ne pas alourdir les charges concernant le budget. Ainsi de suite, ainsi de suite. Avec la bonne volonté et le sens de l'État et le sens de l'intérêt national, il est possible de redimensionner le processus, le budget global, pour permettre à nous de résoudre certains problèmes. Et ce n'est qu'après que la communauté internationale, voyant l'engagement des Guinéens d'agir pour eux-mêmes et par eux-mêmes, se dira il est bon d'accompagner la Guinée pour le reste du parcours. C'est comme ça que les choses avancent. Mais si vous ne faites pas quelque chose qui restaure la crédibilité, la confiance, tant interne qu'externe, quels que soient vos beaux slogans, quelles que soient vos belles intentions, avec le lourd passif que la Guinée traîne, manque de confiance, mauvaise gouvernance, l'extérieur aura de la peine à vous accompagner conséquemment. Donc, merci vraiment, Monsieur Bahouri. Merci pour tous ces éclaircissements et d'accepter notre invitation sur Kavi Média. C'est moi qui vous remercie. Donc, Alpha Yaya, on a écouté tout à l'heure Monsieur Bahouri qui, quand même, a proposé quelques pistes de solutions pour éviter un glissement du calendrier. Bon, moi, je ne pense pas qu'il ait eu à donner une piste de solution. Il a clairement rappelé que le processus... Oui, mais il a parlé d'acquisition. D'acquisition oui, de fonds parce que il la dit sortie... que ça ne crée aucun problème. Donc, pour M. Bahouri, il est clair dans ses raisonnements. Et ça, je suis surpris. Et peut-être beaucoup d'autres Guinéens seront surpris en même temps que moi que le CNRD qu'il ne soit lui-même plus royaliste que le roi. Le CNRD même est dans une logique de glissement avérée, vue par tout le monde. Et il semble être d'accord d'ailleurs sur ces questions en disant qu'il faut trouver dans son raisonnement, il rappelle ici que sa coalition avait proposé des alternatives pour que si le financement ne vienne pas, que le calendrier soit respecté. Donc il est clair dans ses raisonnements que le calendrier va être respecté et peut-être il a raison puisque à un moment donné, le gouvernement avait rappelé que le budget national était à même de financer les élections et je pense que le CNRD fait semblant que nous avons oublié cela. Nous ne l'avons pas oublié et c'est clair. Le CNRD a les moyens de financer. Est-ce que le CNRD n'est pas pris au piège? Non, le CNRD a les moyens de financer. Vous savez, quand vous avez la volonté, vous pouvez y arriver. Alpha l'a essayé, on a vu les conséquences pour la... Oui, effectivement, il a essayé, mais il a pu, il faut le rappeler. Oui, il a financé les... Oui, mais les conséquences sont d'ordre pas financier directement. Ces conséquences ont été d'ordre politique et il en a payé les frais puisque ce pourquoi, et là, c'est ce que le CNRD veut également faire, c'est d'aller à des élections dans lesquelles une entité importante, du moins ce qu'on pourrait appeler entre griffes les grands partis politiques, en les mettant à côté, et peut-être ça arrange entre griffes les petits partis politiques qui, quand ils vont être à des élections, à l'absence des autres, ils vont se faire un chemin vers la présidence. Et ça, on l'a rappelé. Donc, pour toi, le CNRD est en train de préparer son candidat. Bien sûr, c'est clair. Vous savez, pour une entité qui n'est pas candidate, qui n'a pas de candidat, donc c'est facile, mais ils ont beaucoup d'opposants. Il y a des gens qui sont sortis, qui ne rentrent pas, d'autres qui ne sortent pas. Ça s'explique quand même, ce que vous faites. Et visiblement, il y a des problèmes. Normalement, s'ils étaient indépendants, ils allaient laisser aux partis politiques. Et d'ailleurs, même les kits d'élection existent. C'est qu'on s'est demandé. Mais à un moment, on a fait semblant que ces kits n'existent plus. Normalement, les kits ne disparaissent pas, les caisses, tout ce matériel existe. Peut-être qu'il faut, avec l'augmentation de la population, réacheter, augmenter d'autres. Mais c'est surprenant qu'on dise qu'il n'existe rien et qu'on demande à la place où
où des choses existent, parce que ce n'est pas la première élection de la République de Guinée qu'on demande 6 000 milliards, c'est extrêmement élevé, et peut-être ils ont demandé 6 000 milliards pour avoir 1 000 milliards. Évidemment, hein. Non, pour qui connaît Bahouri, je pense qu'il faut rappeler qu'il fut le tout premier homme politique à être reçu au palais le lendemain donc, du 5 septembre. Donc c'est quelqu'un qui connaît... L'un des premiers, on va dire comme ça. Bon. Parce qu'il n'a pas été le tout premier homme politique, il y avait des hommes politiques dans l'ombre qui ont été reçus. Hein. Okay. Bon, officiellement, c'est ce qui s'est dit. Et il aime bien entendre cela. Hein, voilà. Donc je pense que Bahouri, pour ne pas dire qu'il fit un grand soutien donc, au CNRD, je pense que c'est quelqu'un qui était en parfaite harmonie avec les actions qui jusque-là ont été justement menées par le CNRD. Mais à l'entendre ici, je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, qui semble être réticent par rapport à un certain nombre de choses. Puisque la parabole... Non, mais il sait quand même qu'il y aura glissement de calendrier. Mais effectivement... On a écouté Jotomo Pogomou, où il a clairement dit qu'il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Je pense que Jotomo, Bahouri, donc l'ANAD, IDRG, pas les mêmes idéologies. Absolument pas la même vision de la transition. Voilà, ils n'ont pas le même cheminement politique. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est que en réalité, le CNRD est en train justement de nous conduire tout droit vers justement une destination inconnue. Parce que quand vous prenez les 10 points de la transition, je rappelais que le RGPH, il nous apprend que le financement est bouclé. Oui, le financement est déjà bouclé. C'est important. C'est officiel. Il nous reste le RAVEC. Donc, il faut rappeler que les forces vives de la nation avaient justement écrit au CNRD pour dire il y a justement des pistes de solutions qui peuvent nous permettre d'aller très rapidement justement à l'élection présidentielle ou aux élections tout au moins. Alors, je pense que sur cette question-là, il faut rappeler au CNRD, notamment au colonel Doumbia, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans tout cela, il y a justement des gens qui tournent autour et qui sont en train de gravitent au cou et qui sont en train de le conseiller très mal. Moi, je pense que cette situation, ça l'arrangerait beaucoup plus justement s'il s'obstinait à rester ou justement à jouer, puisque de toute façon, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. En réalité, jouer sur le temps. Jouer sur le temps. Je pense que c'est pas quelque chose qui peut nous permettre de maintenir la stabilité et la paix sociale dans notre pays. Au-delà de ce que les uns et les autres veulent, une transition, ça aboutit à une élection. C'est cela en réalité. Maintenant, moi, mon conseil personnel au colonel, c'est de dire, j'ai donné mon engagement, j'ai donné ma parole, c'est de la respecter et pour sortir justement par la grande porte. La grande porte consiste à organiser les élections libres et transparentes. Bien. Après, il viendra et c'est en ce moment qu'il va essayer de bénéficier de la volonté justement de la population. Alpha, tu le rappelais tout à l'heure, est-ce que le CNRD, à travers toutes ces manœuvres, disons à travers cette sortie, parce que moi je qualifie ça de manœuvre, du porte-parole du gouvernement, ce serait une stratégie pour ces autorités militaires de gagner du temps vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, au-delà même de nous, analystes et journalistes, c'est politique. Bon, c'est quand même une évidence que s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas d'élection. L'équation est très simple, c'est un raccourci. C'est un très bon raccourci. Voilà, c'est un très bon raccourci pour eux. Mais cependant, il faut rappeler que ces questions qui sont évidentes et qui pourraient être traitées de façon idoine par la République de Guinée, c'est que l'argent va venir quand même. Les opérateurs, les organisations internationales sont claires. Quand il y aura entente, l'argent va venir. Et il n'y a pas d'entente. C'est parce qu'on parle que de l'argent, on parle du gouvernement, on ne réfléchit pas sur un autre aspect. L'exclusion de la classe politique, la phrase la plus importante de la classe politique est exclue, ça pourrait être une des raisons de glissement contre laquelle on ne peut rien.
Parce que s'ils rentrent tardivement dans le jeu, eux-mêmes, ils accepteront le retard. Et ça arrangerait le CNRD. On est en train de créer une situation qui arrange le CNRD. Malheureusement, on va se retrouver devant les faits. On va accepter de glisser le calendrier. Mais moi, il y a un argument, j'aime respecter l'argument de mes confrères, mais il faut toujours arrêter de dire que celui qui dirige est mal conseillé. C'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui fait tout. Donc, pour se maintenir au pouvoir aussi, on a besoin d'équipe et de façon anormale. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut bien faire? On cherche une équipe. Est-ce qu'on veut mal faire? On cherche une équipe pour le faire. Baouri a rappelé clairement, en rappelant que les U16, en allant, on ne pensait pas qu'ils pouvaient gagner. Mais ce qu'il ne sait pas, parce que c'est l'entraînement, ce n'est pas des Guinéens, c'est des gens de nationalité guinéenne qui ont gagné, mais c'est des gens qui ne jouent pas en Guinée, qui ne s'entraînent pas en Guinée. C'est des gens qui se sont entraînés à l'étranger, c'est pourquoi ils ont gagné. Si on avait fait jouer l'équipe qui joue en Guinée, peut-être l'équipe féminine adverse allait les battre. Non. Donc il faudrait comprendre que c'est une véritable... Donc il faudrait, c'est des professionnels qui ont joué, des gens qui ont joué à des trucs. Ça veut dire qu'ils savent bien le faire. Et là, Baouri a raison. L'entraînement, c'est au moment de l'entraînement qu'on a réglé les problèmes de I16. Donc notre élection aussi, c'est au moment même du processus pour mettre en place, pour faire l'ancrage du système, de l'architecture démocratique. C'est en ce moment-là qu'il faut pouvoir régler les problèmes. Et ça, les problèmes ne sont pas réglés. Le glissement va être même possible pas sur des questions d'argent, lorsqu'il sera question d'intégrer la classe politique qui est exclue. Et finalement, c'est toujours regrettable. Ça va être des crises politiques. Je continue à croire sur les bonnes intentions du colonel, encore une fois. Pourquoi je le dis? Parce que c'est lui-même qui nous avait dit ici que il ne fera pas 1 heure de temps après justement ces 2 ans. Sa main tremble. Non, mais là, sa main tremble. Mais je pense que, vous savez, je le rappelle ici que dans ce pays, c'est pas facile d'être président. Vous pouvez venir avec tout le malheur que je souhaite à Alpha, c'est qu'il soit président ou ministre dans ce pays. Il n'est pas facile de diriger, même par la République de Guinée. Merci. Donc, et c'est dans une transition. Et dans cette transition, il y a justement de blocs de part et d'autre. Il y a ceux qui sont pour. On s'est rendu compte que même sur le départ de Mohamed Bavogui, on s'était rendu compte qu'au sein même du gouvernement, il y avait des blocs. Il y avait ceux qui pour, il y avait ceux qui contre. Et finalement, je crois que ceux qui étaient contre lui ont remporté. Et finalement, il a quitté. Sur cette question-là, aujourd'hui, nous avons besoin d'une stabilité dans ce pays-là. Au-delà de ce que les uns et les autres veulent, au-delà de ce qu'une entité politique veut que la transition soit, la situation, elle est là, elle est palpable, parce que les Guinéens souffrent. Et cette souffrance-là, il faut l'abréver. Je pense que pour l'abréver, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une entente nationale, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au niveau de la classe politique, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle de querelles entre les acteurs. Et le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est parce que Abdallah qui est acteur politique, je suis acteur politique, on ne s'entend pas, on déverse nos problèmes sur des questions qui concernent la vie de la nation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à date, nous sommes en train de tourner autour du pot, rien ne fait. Nous avons du mal à bouger. Oui, parce que tel ou tel n'est pas d'accord, parce que tel ou tel ne veut pas voir la tête de tel ou tel. Je pense que voilà, c'est pourquoi je veux que le colonel, encore une fois, essaie de voir plus clair autour de lui, pour que nous sortions dans cette situation définitivement. C'est en cela que nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu en termes de développement, en termes d'éducation, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je pense que M. Baouri, c'est un acteur qui a plus de longévité sur l'échiquier politique par rapport à beaucoup d'acteurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. La longévité, c'est Dieu qui donne la longévité quand même. Hein? Non, la longévité politique, je veux dire. Peut-être que je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'à un certain moment, Baouri était quand même effacé carrément. N'oublie pas sous Alpha, qui n'était pas en République de Guinée. C'est le plus vieux, c'est le plus vieux en termes d'engagement. Parce que c'est quelqu'un quand même qui était là depuis les années 90. On ne va pas polémiquer. Donc, non, on ne polémique pas, mais je rappelle que du point de vue longévité ou du point de vue expérience sur l'échiquier politique, il peut passer. Il peut passer, rien n'est impossible. Donc je pense que si un tel monsieur arrive à avoir justement de tels doutes sur le processus de la transition, il va s'indiquer qu'il y a un véritable problème. Et que, encore une fois, je le dis, il appartient au colonel de trancher. Et trancher signifie qu'il faut aller aux élections, il faut appeler tout le monde autour de la table, ça ne coûte rien qu'ils s'entendent pour justement le bien-être de la Guinée. C'est en cela qu'on a trop
On a trop fait mal à ce pays-là, malheureusement. Donc tout est bien dit. Probable glissement de calendrier ou pas, hein, le CNRD a de pain sur la planche et devrait se battre pour respecter le temps, le délai déjà fixé, le délai de 24 mois. Vous êtes sur Kavi Média, le scanner se poursuit. Dans cette émission avec le manque d'infrastructures scolaires, s'il faut le dire, en République de Guinée, 1080 écoles hangars sont déjà présentes sur l'ensemble du territoire national. C'est un constat fait par le ministre lui-même, le ministre Guillaume Awing. Mais la bonne nouvelle est que 546 salles de classe sont en rénovation et 1000 salles de classe en construction. Alpha Diallo, qui est déjà en séance, il faut le rappeler, aujourd'hui, est-ce que c'est un ouf de soulagement pour tous ces élèves, ces habitants qui sont dans des gargotes, si on peut le dire comme ça, qui sont enfuis dans des villages très très reculés? Bon, plus les projets sont gros, plus il n'y a pas de réalité. Il faut s'en méfier. C'est extrêmement... Non, on parle de 80% de réalisation. C'est ce que je dis, non, mais ça ne peut pas se vérifier. Vous savez qu'à l'examen national, on a dit qu'il y avait des caméras. Personne n'a vu ces caméras, c'est une vérité, il n'y avait pas ces caméras, mais il fallait au moins sur la ligne de budgétisation avoir beaucoup de raisons à faire glisser certaines situations. Bon, moi, ce n'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est de savoir que ces gens ne devraient pas étudier dans des hangars. Il ne s'agit pas de savoir il y a 80% de réalisation. C'est de savoir, voilà, il y a 80% achevé. C'est-à-dire, on dit 80% achevé, 50%, c'est l'achèvement qui compte. On doit arrêter de compter, puisqu'on peut arriver à 80% et qu'à partir de 80%, ces hangars font 50 ans encore. Vous avez compris? Donc, il y a des travaux pour lesquels on va jusqu'au vers la fin, mais on ne les termine pas. Vous allez voir 3 à 4 ministres vont passer sur ces trucs-là. On vient, on fait les trucs. Mais c'est quand même pas normal, avec le budget national, que certains étudient sur des hangars. C'est même pas normal, ça. Et d'ailleurs, les hangars là sont mieux. Il faut voir certaines écoles à Conakry. Mieux vaut les hangars que ces classes-là, où c'est totalement délabré. Moi, par exemple, il y a un de mes amis qui... vivant en Espagne, lance un SOS pour une école primaire à Fria. L'école, pour ceux qui me suivent, qui sont de Fria, connaissent l'école primaire 4 ans. C'est totalement décoiffé. Il vient de prendre la photo. Quand vous voyez les images, on dirait une porcerie. Donc c'est extrêmement grave. Lui, il a étudié là-bas, mais moi, j'ai étudié dans l'autre école. Il a lancé un SOS pour rénover cette école. Et ça, c'est pas le rôle des citoyens, c'est le rôle. Et tout en cherchant qu'on a des solutions, on a de l'argent si on réfléchit. Quel est cet argent? Les 50 milliards de l'examen. On pouvait juste supprimer l'examen de la 6e année. Beaucoup de pays ne le font pas. Et si vous regardez, tant pour moi, si nous regardons presque 50% des 50 milliards sont investis dans les élèves au niveau des élèves de la 6e année. Donc, si on prend cet argent-là, on élimine l'examen. Ce n'est pas forcément un examen qui rend sérieux des études. Ouais. Il y a d'autres paramètres qui rendent la formation, le cadre. On peut prendre l'argent-là. Si, par exemple, il y a 30 milliards, on peut bien rénover ces situations-là. Et moi, je suis d'accord. Il faut éliminer certains examens, refinancer cet argent-là dans le cadre d'une formation adéquate et aider la République de Guinée. Il faut arrêter de faire des examens pour avoir de l'argent, rénover pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas que pour l'éducation, hein. Dans tous les autres secteurs, il faudrait que l'argent du Guinée... Et là, il a rappelé quelque chose que j'ai bien aimé. Il dit la population souffre. Si la population souffre, c'est que nos dirigeants ne souffrent pas. C'est ça la vérité. La contradiction, c'est une évidence. C'est une évidence. Si dans un pays qui a des revenus, si les dirigeants sont extra riches,
puisqu'il suffit juste de voir les montants pour lesquels certains sont poursuivis. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas poursuivis, peut-être ont bouffé plus, parce qu'on ne poursuit pas parce que vous avez bouffé, on poursuit parce que souvent tu n'arranges personne. Alors en ce moment-là, on se rend compte que si cet argent était bien distribué, les Guinéens n'allaient pas arrêter de souffrir, mais ils pouvaient souffrir moins. C'est ça le problème. Si on peut le dire comme ça, il y a quelque chose à ajouter. Ce décryptage, cette analyse, cette sortie de Guillaume Awin qui parle même d'école moderne à l'image de Barry Diawadou, où se trouvait l'ancienne résidence de Seloudane Diallo. Moi, j'étais de ceux qui ont cru dès les premiers jours de ce monsieur, Guillaume, le savant noir. Tu ne crois pas, tu crois pas à Guillaume Awin? Je ne crois plus, parce qu'en réalité, moi, je n'ai constaté aucune réforme depuis que Guillaume est là. Dites-moi une seule. Les caméras de surveillance, c'est là le problème. Il a quand même interné, il a quand même mis à l'internat ses correcteurs qui étaient quand même là, internés avant même les examens. On a des sujets sécurisés un peu partout. Il y a moins de fraude. Aujourd'hui, les enfants, c'est une prise de conscience. Il y a quand même ce niveau qui a été... Et le rappel, tant que le CNRD là, il n'y aura pas de fraude. Quand le CNRD va partir, il y aura la fraude. Pourquoi? Oui, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense que ils sont en évaluation, on verra très bien les résultats, mais je pense que Guillaume n'a rien apporté au niveau du secteur de l'éducation. C'est trop dire. Non, du point de vue réforme, parce que c'est quelqu'un qui est du secteur, c'est un enseignant. Non, mais quand j'ai dit, c'est-à-dire que quelque chose de signifiant. En réalité, quand Guillaume était venu, la première chose d'abord qui m'avait touché, parce que donc il a fait trop de tintamarre pour ne rien. La première chose qui m'avait touché, c'est d'abord, qui m'avait fait croire qu'il pouvait mieux faire, c'était d'interdire les smartphones en milieu scolaire. C'était quelque chose qui avait complètement détourné les élèves. C'était un fait. C'est-à-dire que quand vous êtes en classe, notamment... Mais dans la pratique, cela n'a pas été suivi. Les enfants se promènent avec des iPhones, des smartphones, j'allais dire. À un certain niveau, c'était effectif. Maintenant... Quand vous prenez le Grand Conakry, et l'autre fois on faisait allusion justement dans la commune de Ratoma, ça n'existe pas des écoles publiques, presque pas. Donc le privé a pris le dessus. Et au niveau du privé aussi, c'est le laisser-aller, c'est le commerce en réalité. Il n'y a pas de suivi, les gens sont là, le niveau n'existe pas. Le véritable problème dans notre pays aujourd'hui, attention, là je ne te rejoins pas. Parce que Alpha se trouve dans les salles de classe, il sait pertinemment. Aujourd'hui, si nous devons voir même les résultats des différents examens nationaux, vous verrez que le privé occupe la tête de liste. Donc vous ne pourrez pas dire que dans les privés, c'est du laisser-aller, il n'y a pas de niveau. Non, comparativement aux écoles publiques. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous comprendrez. C'est-à-dire que quand vous faites ce qu'on appelle, quand vous faites l'addition de toutes les écoles privées qui composent justement la capitale, vous vous rendez compte que nous pouvons aller jusqu'à 80% des écoles privées. C'est en cela que je suis en train justement de fonder mon analyse, pour dire qu'il y a à ce niveau-là un véritable problème. Est-ce que, puisque Guillaume, quand il était venu ici, il avait réactivé tous ces surveillants, entre guillemets, ces superviseurs qui sillonnaient dans les différentes écoles pour voir comment est-ce que justement la rigueur était imposée dans les différentes écoles. Ça n'existe pas en réalité. Parce que enseigner d'abord, c'est d'imposer la rigueur. Quand l'enseignant n'a pas toute son autorité en salle de classe, et c'est ça la vérité dans les écoles privées, je ne pense pas que cet enseignant-là puisse donner convenablement les cours et que cela soit compris par les élèves. Laisse-moi t'interrompre. Il y a l'autre problème, c'est que dans les écoles privées, c'est les parents qui payent. C'est l'argent, l'investisseur, celui qui investit a besoin d'argent. Oui. Il a besoin de son gagne-pain. Oui. Il n'y a pas, comment je vais dire ça, une subvention, une subvention évidemment, de l'État vis-à-vis des écoles privées. Allez vérifier, vous le verrez. Ce n'est pas comme les médias. Les médias, on a quand même de petites subventions, mais par rapport aux écoles privées, les écoles privées n'ont pas de subvention. Est-ce que le ministère peut avoir une mainmise totale sur les établissements privés? Là, c'est une autre question. Je ne parle pas d'une mainmise, mais tout au moins une sorte de contrôle, quand même. Un contrôle administratif, puisque de toute façon, il relève du ministère. Forcément. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont privés et que ces écoles-là peuvent justement se permettre de tout faire. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Il suffit que vous ayez moins. D'accord, parlons de ce sujet. Ouais. Les infrastructures publiques, parce que là, au privé, ça va.
au public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à ces réformes, en tout cas annoncées par le ministre Guillaume Awing? C'est sur papier. C'est ce qui dénote encore une fois la faiblesse de l'État. Aujourd'hui, nous voulons très bien qu'on essaye de revoir sur ce cas-là. Beaucoup des écoles publiques aujourd'hui sont en train de disparaître petit à petit. Parce que dans notre pays, ce n'est pas que les écoles privées, prenez tout ce qui est privé dans notre pays. Il faut aller plus loin. Tout ce qui est privé dans notre pays est laissé pour compte. C'est-à-dire que tout ce qui nous appartient à tous ne concerne personne. Puisque c'est cela le privé, le public, je veux dire. Quand vous prenez toutes les grandes écoles publiques dans notre pays, allez s'il faut y aller, vous verrez que c'est un désordre total. Alors là, ce n'est pas que la responsabilité du ministre, c'est une question purement civique, parce que les encadreurs déconcentrés ne jouent pas pleinement leur rôle. Donc je pense que c'est cette question-là, il faut revoir la question sur toute la ligne pour encore une fois essayer d'interpeller et activer cette supervision-là qui peut essayer de dresser des rapports justement qui peuvent nous permettre de comprendre comment est-ce que justement ces infrastructures publiques sont gérées. Donc, si ce qui existe n'est pas mal géré, si je te comprends bien, c'est que le problème, c'est un problème de gestion de ces infrastructures. C'est un problème de gestion, c'est un problème de conscience. Ce qui existe est très mal géré. Dites-moi, qu'est-ce qui nous assure? Mais à la PAE. Oui, la PAE. La PAE est illégale, hein, il est illégal. C'est une atteinte au principe de la gratuité des écoles. Et effectivement, quand vous êtes membre d'une association, c'est les parents qui devraient se réunir, mais on oblige les parents à donner de l'argent parce que leur enfant se trouve dans une école. Ce n'est pas de façon volontaire. Voilà, c'est pas de façon volontaire, c'est extrêmement dangereux. Mais là aussi, la gestion fait défaut. Et l'État est mêlé dans cette chose qui est illégale. Moi, je vous donne un cas précis de Massanta. Dans la ville de Massanta, il y a une école primaire qu'on appelle TP. TP, c'est des anciens bureaux, les anciens magasins, du ministère du Transport qui sont utilisés maintenant comme salle de classe. Mais il fait excessivement chaud. Et là même, c'est le rendez-vous des chèvres, moutons de toute la ville. Et quand les enfants sortent, les moutons viennent y passer la nuit. Et l'État regarde ça, ces autorités éducatives regardent cela avec, je ne sais pas, avec mépris et sans aucune solution. Voilà, Guillaume Awing le sait. Mais aujourd'hui, il parle de construction d'établissements ou d'écoles modernes pendant qu'on n'a même pas des écoles classiques, des salles classiques. Avant de parler de modernité, il faut parler quand même du traditionnel. Est-ce qu'on a même des établissements publics? C'est ça que je suis en train de vous dire en fait en réalité. C'est depuis le constat est que depuis au temps du régime fait général Lansana Conté, l'État a complètement démissionné dans ce sens-là. Si ça existe, c'est presque à des endroits à l'intérieur du pays. Mais en réalité, Ibrahim Kourouma, qui était là pendant plus de 7 ans au niveau de ce ministère-là, nous avait vendu ici plus de 1000 classes qui ont été construites ici. En réalité, c'était sur le papier, ça n'existait nulle part. Guillaume Awing aussi est en train de dire la même chose. C'est pour vous dire qu'encore, c'est pourquoi j'ai dit que moi, je ne compte pas sur Guillaume, en tout cas en ce qui concerne le secteur éducatif dans notre pays, parce que c'est quelqu'un qui est... Donc tu donnes le temps au temps. Je donne le temps au temps, c'est quelqu'un qui est dans des déclarations, c'est quelqu'un qui est là pour essayer, encore une fois... Oui, c'est quelqu'un qui est là pour essayer de séduire le colonel. En réalité, il est en train de séduire le colonel. Moi, je l'écoute, je l'ai suivi. Il est en train de séduire le colonel, mais en réalité, ça n'existe pas. Une minute. Oui, vous savez, réellement, on demande au coq le coq n'arrive pas à pondre, on lui demande de pisser. C'est extrêmement compliqué. Hein. Ouais, très compliqué. Voilà, donc il faudrait quand même refaire ce qui est là et finalement faire comme les autres, investir. Parce que lui, il a parlé des autorités déconcentrées. Sachez que les autorités déconcentrées n'ont rien à voir dans les trucs parce qu'ils n'ont pas l'argent directement. C'est géré toujours au niveau national. Il faudrait que les autorités... Non, entretenir ce qui existe, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas... Il y a un ministère. Il y a aucun budget. Normalement, dans d'autres pays, c'est la mairie qui gère les écoles primaires. Hein, directement, construire, rénover. C'est même pas la DPE. C'est un organe de contrôle. C'est un organe de contrôle. Ils n'ont pas de budget. Le peu de budget qui part dans les DPE, c'est un budget de fonctionnement. Hein. S'il faut rénover une école, il faut venir au ministère. Et finalement, c'est un problème de concentration. C'est ça, en réalité. Donc, tout se gère à Conakry. Finalement, c'est des problèmes. Et on peut
peut construire une école en 6 mois. On est déjà l'école primaire Balidiawadou par le temps dans cette émission Le Scanner pour ce 3e numéro de la semaine. On ne pourra pas débattre de ce sujet, c'est-à-dire l'arrivée du Sili U16 de basketball, parce que on est vraiment taxé par le temps. Nous y reviendrons demain avec notre consultant des questions sportives ici à Kavi Média. Merci Alpha Diallo. Merci. Aujourd'hui qui tire à boulet rouge sur le ministre Guillaume Awing. Non, moi je ne suis pas sur les débats de personne, mais sur oui, je comprends. Voilà, c'est des principes, je l'appelle quoi en fait. Yaya Diallo, merci. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la régie. Vaba Koivogi, Astanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sita Okayek, à la réalisation Michel Ouanoumou, production Alpha Silla. À la radio, nous ont accompagné techniquement Mohamed Yatara, j'allais dire, Mamadou Diallo, Kandé Sankon, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. Vous étiez dans le scanner, on se reprend demain pour un nouveau numéro avec d'autres actualités brûlantes de la vie nationale. Prenez soin de vous où que vous soyez, surtout restez en compagnie de nos programmes, restez à l'écoute de Kavi FM 89.5.